Daniel Boussard, bonjour. Bonjour Anthony. Merci de nous accorder quelques minutes après cette journée de formation à l'IFNAT. L'IFNAT, c'est l'école de naturopathie que nous avons fondée avec Edwige Fachefer, dans laquelle tu interviens maintenant depuis la création. Depuis la création. Que ce soit dans le cursus intensif, en présentiel ou en distanciel. C'est un honneur de de t'avoir avec nous. C'est vrai que c'est tellement riche de pouvoir partager toute cette expérience autour de la naturopathie, tout ce savoir que tu as autour de la naturopathie. Pour nos apprenants chaque année, c'est toujours un grand bonheur et beaucoup de connaissances. Donc ça, c'est partagé, hein. C'est partagé. Donc j'ai un premier souci, c'est le souci de transmission. Avec les années qui passent, il devient de plus en plus urgent. Ouais. Et en même temps, c'est très intéressant parce que justement, cette expérience que tu peux transmettre à travers cet enseignement, cette transmission dont tu parles, c'est vraiment pour moi capital puisque on est très loin des dogmes qui peuvent régner parfois en naturopathie, Oui. puisque tes connaissances s'allient à l'expérience des années de consultation, nombreuses années de consultation que tu as eues. Donc ça nous permet vraiment d'avoir quelque chose qui est éprouvé par le temps, puisque Robert Masson disait toujours on s'incline devant les faits. Moi j'aime bien cette expression-là. La naturopathie étant quelque chose de très empirique, le fait d'avoir comme ça des gens comme toi qui ont beaucoup d'expérience, c'est une vraie richesse pour la naturopathie en France et pour ça on t'en remercie vraiment à l'IFNAT. C'est-à-dire que les années d'expérience que j'ai eues m'ont amené progressivement à désirer valider l'empirisme avec ce qu'on sait actuellement de la nouvelle physiologie, de toutes les techniques médicales, etc. Et petit à petit, je me suis rendu compte que ce que j'avais appris empiriquement auprès de Marchessault ou de Daniel Kieffer ou Alain Rousseau, et même ce que j'ai appris en Allemagne lorsque j'ai fait la formation de Heilpraktiker, eh bien, était petit à petit de plus en plus validé par l'aspect médical. Et donc en particulier tout ce qu'on sait sur l'intestin, oui. Voilà, c'est complètement validé. Donc ça permet de donner à la naturopathie des lettres de noblesse et donc de valider cet enseignement qui pendant des années a été uniquement un enseignement de grand-mère, c'est-à-dire de recettes de grand-mère, et maintenant on est passé au-delà. Oui. C'est très occidental de vouloir prouver les choses et faire des études autour de ça. Moi, je sais que pour connaître un peu le microbiote, il y a quelque chose dont on a entendu parler il y a quelques années et qu'on entend de plus en plus parler, c'est ce qu'on appelle les entérotypes. Tout à fait. Mais les entérotypes ont des similarités, des similitudes très importantes avec ce que les Indiens de la médecine ayurvédique disaient il y a très très longtemps avec les doshas. Avec les doshas. C'est vrai qu'on a besoin souvent de devoir prouver les choses. C'est dans cette direction que va un peu la naturopathie, être peut-être plus rigoureuse et avoir des études qui l'illustrent, mais malgré tout. C'est-à-dire qu'on est dans une pensée cartésienne, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce soit en Chine ou en Inde, ou même dans des médecines comme la médecine essénienne ou la médecine unani, ils n'ont pas besoin de prouver, mais ils se basent sur les expériences de santé, les expériences médicales. Tandis qu'on est dans un pays très très cartésien, on peut le dire, et plus que cartésien, donc il faut correspondre un petit peu à cette pensée pragmatique, logique, qui permet de donner de la sécurité aux gens qui viennent apprendre la naturopathie. Oui. Surtout qu'en ce moment, la naturopathie, comme d'habitude, ça fait 50 ans que je suis dedans, ça fait 50 ans que régulièrement il y a des critiques, mais particulièrement en ce moment, ce qui déboussole complètement les étudiants, qui se disent « oui, mais alors, comment est-ce que je vais être validé? Comment est-ce qu'on va me reconnaître ?» Et en réalité, l'idée maîtresse, moi, que je développe depuis que j'ai fait la naturo, c'est que quand on choisit ce métier, c'est précisément pour ne pas être reconnu. Oui. On est un peu illégitime par rapport à la médecine. Et donc, c'est cette illégitimité qui va faire de nous des thérapeutes à part, qui vont écouter, puisqu'un médecin n'a pas le temps d'écouter. Nous, on prend le temps et largement d'écouter. On donne du temps au temps. Et on donne beaucoup de temps à l'observation clinique qu'on ne fait plus, qu'on n'a plus le temps de faire en médecine. Et donc c'est ce qui fait notre force. Mais cette force aujourd'hui qu'on a, elle va être corroborée par justement toutes les études qu'on peut ramener maintenant et qui sécurisent à la fois les étudiants et même tous les autres thérapeutes, je veux dire les thérapeutes qui sont médecins ou kinés, ostéos, etc. Donc ce qu'on appelle les professionnels de la santé, on ne fait pas partie des professionnels de la santé, ça les rassure parce qu'ils entendent une voix qui les sécurise par rapport à ce qu'ils ont appris. Bien sûr. Et en même temps, on vient combler un vide
qui n'existe pas vraiment dans cette dynamique de santé, qui est la dynamique hygiéniste. Pour en parler régulièrement avec des professionnels de la santé, j'étais avec une gastro-entérologue la semaine dernière. Quand je lui ai expliqué le principe hygiéniste en fait, de naturopathie, elle me dit en effet, il n'y a pas d'autre profession comme la vôtre. Et c'est vrai que si on sort un peu de cette vision réductrice de la naturopathie qui serait finalement de remplacer des médicaments par des compléments ou par des plantes, et si on revient sur la physiologie, sur l'hygiénisme, qui sont un peu les bases de la naturopathie, en effet, on gagne en légitimité parce qu'on fait le travail que finalement personne d'autre ne fait. Que personne d'autre ne fait. Et ça, c'est irremplaçable. Et de plus, alors ce qui est très intéressant maintenant dans ce que je pourrais appeler la naturopathie, parce qu'elle a pris plusieurs noms, Lafon avait appelé la naturopathie rénovée, il y a eu plusieurs noms. Est-ce qu'on peut maintenant parler de naturopathie fonctionnelle, à l'instar de la médecine fonctionnelle? Est-ce qu'on peut parler de la naturopathie modernisée? Enfin bref, on peut lui trouver tous les noms qu'on veut. Ça reste quand même la naturopathie, c'est-à-dire ça reste basé sur la physiologie. Mais la physiologie a évolué. Bien sûr, et donc aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est d'avoir justement une physiologie extrêmement précise qui permet de légitimer tout ce que Hippocrate disait déjà, ou les Égyptiens disaient, ou les médecins ayurvédiques. Bien sûr. Ça, c'est pour moi ce qui va aussi pérenniser cette profession qui est en même temps parfois décriée souvent par manque de connaissances. J'avais lu une phrase de Marchesso justement que j'avais adorée quand il disait « Cessez d'avoir la fâcheuse habitude de considérer ce que vous ignorez comme faux ». Oui, c'est ça. Et j'aime beaucoup cette phrase de Marchesso parce que je trouve ça très juste. Souvent derrière un peu l'affront qui est fait à la naturopathie, il y a beaucoup d'ignorance sur qui nous sommes et ce que nous faisons réellement. Et je pense que le fait de pouvoir avoir des personnes comme toi qui enseignent une naturopathie qui est à la fois ancestrale et en même temps tournée vers des choses qui sont prouvées voilà, et démontrées, ça permet de redonner un peu ces lettres de noblesse qui sont tout à fait nécessaires. Ça permet aussi de donner raison aux anciens et de donner raison aux futurs. Parce qu'en fait, c'est le lien entre effectivement la tradition et ce qu'on souhaite aujourd'hui avoir, c'est-à-dire la sécurisation par les preuves scientifiques, etc. Et nous, on fait le pont entre ça. Donc, on est toujours dans l'esprit hippocratique, on est toujours dans l'esprit de Marchesso, mais moi qui ai eu Marchesso comme un de mes profs, ça a été Marchesso, je me rappelle que lui-même annonçait des choses, disait des phrases, et ensuite il nous disait mais peut-être qu'en 10 ans, ce ne sera plus pareil. Peut-être qu'en 20 ans, ce ne sera plus pareil. Ce qu'il voulait dire, alors, j'en parlais justement aujourd'hui par rapport aux jeunes, c'est très intéressant parce que Marchesso, par exemple, nous disait que si vous êtes malade, faites un jeûne court. Si vous n'êtes pas malade, vous pouvez faire un jeûne long. C'est toujours vrai. Par contre, ce qu'on apprenait en naturopathie, c'était que le retour de jeûne s'effectuait toujours avec des jus de légumes ou des fruits. Il ne fallait pas mettre de protéines. Et j'en parlais aux élèves aujourd'hui, c'est-à-dire que les Russes maintenant enseignent le jeûne sec et ils font faire des jeûnes secs sur 10 jours. On vient 3 fois 10 jours en Russie pendant une année. On va faire chaque fois 10 jours de jeûne sec. Et maintenant, ils disent que quand on fait la rupture de jeûne, ce n'est pas avec des glucides, c'est avec des protéines. Et donc c'est complètement renversant ça. Ouais. Et donc ils ont énormément d'expérience depuis 40 ans. Ils font ça. Et donc effectivement, quand on entend ça, on est un peu brutalisé, on se dit mais non, en fait il faut rompre le jeûne avec des choses faciles à digérer, sauf que ce sont des glucides qui peuvent bousculer le pancréas. Et eux ils disent, vous avez manqué de protéines pendant 10 jours, vous avez été... Et donc, commencez par des protéines faciles à digérer. Voilà, donc ce sont des idées renversantes. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a complètement stupéfait. Et pourtant, petit à petit, je suis en train d'y venir. Par mes propres expériences et par des jeunes que j'ai encadrés. Enfin, voilà. Donc, l'idée, c'est de sortir des dogmes, c'est ce que tu as dit tout à l'heure, de sortir de ce qu'on peut appeler une vérité. Il n'y a pas de vérité en réalité, on la remet toujours en cause, cette vérité. Mais on a un fond de tradition qui est extrêmement important, qui repose sur des années et des années d'expérience, et celui-là on le garde, puis on ajoute ce qu'on voit à côté. Et justement dans cette dynamique d'aller un petit peu plus loin dans l'actualisation des connaissances, dans l'approfondissement des connaissances, on a désiré à l'IFNAT mettre en place avec toi ce qu'on appelle des modules de perfectionnement, des modules experts qui ne s'adressent pas qu'aux naturopathes, ils peuvent s'adresser également à d'autres professionnels de santé, tout à fait, qu'ils soient infirmiers, infirmières, kinésithérapeutes, diététiciennes, diététiciennes, etc., pour justement permettre de faire un pont entre ce que nous faisons nous en naturopathie et d'autres professions, et des professions de santé,
Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu justement de ces modules de perfectionnement? Tout à fait. Alors, au départ, quand j'ai pensé à faire ces modules de perfectionnement que d'autres appellent des masters, c'était parce que ma remarque par rapport à l'enseignement des écoles de naturaux, quelle que soit les écoles de naturaux, je trouvais qu'au bout d'un an, ou au bout de quelques années, quand les personnes faisaient des enseignements en week-end, je trouvais qu'au bout de ces années, ils avaient la tête pleine, mais qu'il n'y avait pas encore de rassemblement des morceaux de puzzle, il n'y avait pas de lien qui était fait. Et je me suis rendu compte aussi qu'au bout d'un an, on ne pouvait pas avoir approfondi tous les systèmes. Donc je suis partie de cette idée-là en me disant que ce serait intéressant de pouvoir leur proposer à ceux qui ont déjà un prérequis, qui sont déjà naturaux, de pouvoir aller un peu plus loin. Et puis ensuite, je me suis rendu compte en discutant avec des élèves que j'ai quand je forme les gens en heilpraktiker, on a des médecins, on a des diététiciennes, on a des acupuncteurs, on a des ostéopathes, on a des kinés, et je me suis rendu compte qu'eux aussi étaient devant des vides très importants sur des connaissances qu'on a actuellement, par exemple en génétique, qu'on a en endocrinologie, qu'on a dans les maladies auto-immunes. Et donc, il y avait quelque chose comme un update, comme une mise à jour à faire des connaissances. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est pas que pour les naturaux, c'est aussi pour toutes les personnes qui ont envie de faire une mise à jour de leurs connaissances, parce qu'en travaillant, ils n'ont pas eu le temps. Et donc là, ils ont besoin d'en savoir un peu plus pour ajuster aux patients ou aux clients qui viennent les voir. Oui, bien sûr. C'est parti de là, mon idée. Et je me suis rendu compte, puisque j'en ai déjà fait des perfectionnements, qu'effectivement, donc, j'ai fait 2 sessions d'endocrinologie. Il y avait donc des naturaux, il y avait des diététiciennes, il y avait même une médecin, il y avait une gastro-entérologue qui m'a dit à la fin, mais j'ai appris des choses. Ouais. D'accord ? Donc, je pense que l'idée majeure, c'est de penser pour chacun de nous à éveiller sa curiosité et à rester un éternel étudiant, c'est-à-dire à se dire, maintenant je continue à apprendre, parce que surtout aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau de la rapidité des informations, à être informé. Donc en fait, il s'agit d'informer d'une autre manière toutes ces personnes qui ont déjà un prérequis et de leur apporter des outils nouveaux. Ou plutôt de compléter leurs outils, plutôt que de leur apporter des outils, de compléter leurs outils pour que ces personnes-là puissent être à même non seulement d'écouter les personnes qui viennent les voir, mais aussi d'ajuster un nouveau langage à de nouvelles pathologies, parce qu'on a des pathologies qu'on ne connaissait pas, qu'on commence à découvrir. Oui, bien sûr. Voilà. Et ça, c'est donc des modules qui sont, que l'on peut suivre en dehors de son temps de travail, puisque je crois que c'est des modules qui ont été en distanciel. En distanciel, en visio, en direct, comme ça les gens peuvent suivre l'enseignement en direct s'ils le souhaitent. Je crois qu'il y a des replays qui sont disponibles. Il y a des replays disponibles, exactement, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas être là, des gens qui travaillent par exemple. Donc ce sont des formations sur une journée, un petit peu comme on a là, de 9h à 13h, puis de 14h ou 14h30 à 18h. Et donc, donc, il y a à chaque fois un PDF à disposition. Et donc, les personnes peuvent réécouter un certain temps. Donc, ça, c'est l'école IFNAT qui décidera de quel est le temps pendant lequel ils peuvent écouter. Ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois, ça dépend. Et alors, il y a des personnes qui assisteront à ça, et donc il y aura une interaction, il y aura des questions qui seront posées, on pourra répondre, et puis qui aboutira aussi à un certificat. Donc on pourra délivrer un certificat, justement, une attestation de présence par rapport à ces journées. Alors, j'ai choisi évidemment des sujets très actuels. Le premier sujet que j'ai choisi, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je travaille dessus beaucoup depuis 5 ou 6 ans, et ce sont les polymorphismes génétiques, qui vont nous permettre, dans toutes les professions, d'ajuster d'une manière très précise l'alimentation qu'on va donner à quelqu'un. Alors ça, c'est ce qui manque à la fois aux naturaux, aux diététiciens, aux médecins, aux ostéopathes, parce qu'il n'y a pas une alimentation pour tout le monde, il y a une alimentation à individualiser. Alors, ce sont des outils nouveaux qui nous permettent vraiment d'être très précis sur l'alimentation, être très précis aussi quant aux soins qu'on va donner à l'intestin, ou ce qu'on peut faire, être très précis par rapport à ce qu'on peut faire pour les glandes endocrines, que ce soit les surrénales, que ce soit la thyroïde, que ce soit même l'hypothalamus. Il y a une centaine de polymorphismes qui ont été découverts. Alors les polymorphismes ne sont pas des mutations, pas du tout. Ce sont des variations génétiques, c'est-à-dire qu'un gène va présenter une variation, j'expliquerai précisément ce que c'est, et du coup sa fonction ne va pas être la même que lorsqu'il n'a pas cette variation.
Et par exemple, si on prend un gène qui agit sur la thyroïde, qui permet de transformer l'hormone T4 en hormone T3, on a un gène qui permet de faciliter cette conversion, où on a cette variation de gène. Dans ce cas-là, on sait transformer très facilement T4 en T3, où on n'a pas la bonne variation de ce gène, et dans ce cas-là, on est en panne pour transformer T4 en T3. Et donc, il faudra ajuster aussi bien le soin d'un endocrinologue que le soin d'un naturo ou le soin d'une autre profession. Donc, ça me paraît extrêmement important dans tous les secteurs. Donc, on verra justement des polymorphismes, des variations de génétique sur l'intestin, sur la thyroïde, sur le pancréas, etc. Et ça permettra d'ajuster en fonction de ce qu'on veut faire. En sachant qu'un polymorphisme, il faut faire avec. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas le changer. Par contre, ce qu'on pourra changer, c'est l'alimentation, c'est éventuellement les compléments nutritionnels, c'est éventuellement la prise en charge intestinale, etc. Là, on pourra jouer dessus. Mais sur le gène lui-même, on ne pourra pas jouer. Mais ça permet justement d'aller plus loin dans une notion fondamentale qu'on a évoquée un petit peu tout à l'heure, c'est cette notion d'individualisation. Ah oui. Pour sortir du dogme, il faut individualiser, personnaliser le conseil. Absolument. Et en effet, c'est vrai que les polymorphismes génétiques permettent absolument d'ajuster les conseils alimentaires, nutritionnels, etc. Donc, c'est très intéressant. Et toi, en ce moment, il y a une grande guerre avec, moi très souvent, j'ai des discussions assez offensives avec des personnes qui sont persuadées que le régime cétosique est fait pour elles. Et donc, on a énormément de personnes, donc les femmes pour maigrir, par exemple, les hommes pour se débarrasser aussi un peu de poids, ou autres, et donc qui sont persuadés que le régime cétosique, c'est à vie. Or, on s'est rendu compte que ce régime cétosique obéit à un polymorphisme particulier sur le gène ApoE, et que si on n'a pas ce polymorphisme, le régime cétosique n'est pas du tout fait pour nous. Il faut se tourner vers une autre alimentation. Et donc, ça permet de leur dire, ben voilà, vous êtes à contresens de vos possibilités morphogénétique. Oui, bien sûr. Donc, soit ils écoutent, soit ils n'écoutent pas. Mais en tout cas, ça nous donne vraiment des précisions. Voilà. Ça, c'est pour les polymorphismes. Donc, il y aura 2 jours séparés de 15 jours. Donc, il y a 2 lundis séparés de 15 jours pour que les gens puissent avoir le temps de prendre connaissance de la journée. Et on va travailler non pas sur les 100 polymorphismes qu'on connaît actuellement, et encore on en découvre, mais il y aura d'abord une grande explication. Qu'est-ce que c'est qu'un polymorphisme ? On parlera aussi d'un gène salivaire qui, lui, n'est pas un polymorphisme, mais c'est le nombre de copies qu'on fait, par exemple, d'une enzyme salivaire. On parlera de tout ça, on donnera des explications d'abord très précises sur ce que c'est et sur ce que ça n'est pas, pour ensuite aborder chaque polymorphisme les uns après les autres et voir ce qu'on peut faire quand on dispose de tel ou tel polymorphisme. Et ce qu'on ne peut pas faire. Très bien. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect polymorphisme génétique. Je crois qu'on a d'autres sujets justement dans ces modules de perfectionnement. Ouais. Alors, le deuxième sujet, ce sont les analyses spécifiques. Ah oui, c'est ça. Je me suis rendu compte que même quand on est naturo ou quand on a une autre profession paramédicale ou donc quand on est carrément médecin, je me suis rendu compte qu'on utilisait toujours en France la NFS standard, qui ne nous donne pas beaucoup d'informations en réalité. Et donc, mais cette NFS, elle est remboursée par la Sécurité sociale. Il y a quelques éléments qui peuvent être remboursés en fonction de ce que peut faire ou pas le médecin vis-à-vis, j'imagine, de l'URSSAF, mais on manque beaucoup d'informations. Et donc, aujourd'hui, il y a des laboratoires, ou français ou étrangers, qui permettent d'aller beaucoup plus loin. Par exemple, on va pouvoir utiliser des premières analyses spécifiques qu'on fait, c'est l'analyse des acides gras érythrocytaires, mais on va pouvoir aussi enquêter sur le cholestérol oxydé, on va pouvoir enquêter également sur des bilans micronutritionnels très larges ou des bilans hormonaux beaucoup plus précis, mais qui évidemment ne sont pas pris en charge, mais qui nous donnent des renseignements extrêmement précis et précieux quant à ce qu'on va pouvoir faire pour la personne. Donc, par exemple, si je prends le premier bilan dont je vais leur parler, c'est le bilan des acides gras érythrocytaires. Même pour des personnes qui pensent manger correctement, on s'aperçoit la plupart du temps qu'il y a des déséquilibres entre, par exemple, les EPA, les DHA, les acides gras saturés, etc., ce qui peut compromettre véritablement la santé. Si on fait un bilan micronutritionnel large, la plupart du temps, c'est ce que je vois des carences en zinc, des carences en sélénium, évidemment des carences en vitamine D, des carences dont on ne s'aperçoit pas parce qu'il n'y a pas de symptômes.
Mais ça compromet énormément de synthèse enzymatique et autres. Quand on fait par exemple le bilan hormonal, récemment, j'en parlais aujourd'hui pour moi, il y a quelques années, ça fait 5 ou 6 ans, j'ai eu avant Cliff Natnouf d'ailleurs, j'ai eu un passage où je trouvais vraiment que j'avais la mémoire qui baissait, je me sentais vraiment en difficulté de mémoire alors que normalement j'ai plutôt une très bonne mémoire. Et donc, j'ai demandé un bilan de médecine fonctionnelle pour aller voir justement l'activité des surrénales. Et moi, pour les surrénales, je fais faire le bilan urinaire des métabolites urinaires du cortisol, puis j'ai demandé la prégnénolone, la DHEA. Voilà, donc le médecin fonctionnel m'a fait faire ça. Mauvaise surprise, quand j'ai reçu mon analyse, j'avais une grosse déficience en prégnénolone. Un naturopathe ne va pas pouvoir prescrire de la prégnénolone, mais un médecin peut tout à fait le faire. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, le médecin fonctionnel que je suis allée consulter m'a donné pendant 2 mois de la prégnénolone, mais ça a été miraculeux. Tout d'un coup, c'est reparti, puisque la prégnénolone, c'est l'hormone de la mémoire. Mais c'est aussi, c'est pas l'hormone, c'est une pro-hormone. C'est une pro-hormone qui permet aussi de fabriquer des HEA et donc hormones sexuelles, etc. Donc, ça, en France, dans beaucoup de pays, en tout cas européens, ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, l'idée, c'est d'apprendre aux thérapeutes, quelle que soit leur formation, à conseiller aux personnes qui viennent les voir de dépenser un peu d'argent pour leur santé. Ouais, et ça, effectivement, ce n'est pas pris en charge pour pouvoir pallier à toutes ces carences. On a beaucoup d'enseignements. Donc, on va avoir un certain nombre d'analyses spécifiques. On ira voir aussi d'ailleurs en détail le profil protéique qui est très peu utilisé, donc, alors que celui-là il peut être remboursé quand le médecin le donne. On ira voir quelques bilans comme ça qui permettent d'avoir une idée beaucoup plus précise du fonctionnement humain. Très bien, d'accord. Et l'exploiter. D'accord. Troisième perfectionnement, donc maladies auto-immunes, il y en a de plus en plus. On les recense tout le temps un peu plus. On en découvre d'ailleurs d'autres. Et donc, non seulement il y a les maladies auto-immunes connues, mais il y a les maladies qui ne sont pas reconnues officiellement comme auto-immunes, mais qui donnent des symptômes comme les maladies auto-immunes. Donc, on parlera de ces deux versants-là. Et on ira voir comment s'installe une maladie auto-immune. Ça part toujours de l'inflammation, évidemment, que tu connais, par exemple, pour l'intestin, largement. Et puis, on ira voir quelques maladies auto-immunes fréquentes. On ira voir la maladie de Hashimoto, par exemple, la prise en charge possible. On ira voir l'hémicie, oui. Ça va de soi. On ira voir aussi la sclérose en plaques. On ira voir quelques grandes maladies auto-immunes et voir comment on peut les aider, ces personnes. Hein. Et là aussi, ces personnes-là, quand on souhaite les aider, c'est ce qui rebute la plupart du temps les thérapeutes, quels qu'ils soient, c'est que ça représente un coût. Oui. Exactement comme l'oncologie alternative, c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement accepter de dépenser un budget pour pouvoir s'occuper de ça, puisque en France, quand on soigne une maladie auto-immune, en France ou dans les pays européens, les maladies auto-immunes sont prises en charge généralement, et quelquefois il le faut, par des immunosuppresseurs, par exemple. Hein. Mais nous, on va avoir une autre vision. On va avoir une vision complémentaire, on va dire, annexe, complémentaire, qui va permettre d'améliorer un peu plus l'état général de la personne. Oui, bien sûr. L'objectif n'étant pas de remplacer le traitement actuel, c'est vraiment de s'intégrer, comme nous, ce qu'on prône beaucoup à l'IFNAD, c'est cette fameuse médecine intégrative, qui est le fait de s'intégrer dans un parcours de santé et de voir qu'est-ce que nous, avec nos connaissances actualisées notamment par ces masters-là, quelle pierre à l'édifice on peut amener de concert avec l'existant déjà. En complémentation, en sachant que à partir du moment où on a une maladie lésionnelle, or la maladie auto-immune, c'est une maladie lésionnelle, forcément on travaille conjointement avec le grand médical. On fait équipe normalement avec eux. Il n'est pas question évidemment d'enlever les médicaments quels qu'ils soient, il est question de trouver des solutions complémentaires. Tout à fait. Et on a un autre module que tu nous as proposé, très intéressant là aussi, qui je pense va parler à beaucoup de monde, ce sont les interactions hormonales. Ouais. Alors je l'ai déjà donné 3 fois ce module-là, et effectivement chaque fois il y a du monde, et donc dans ce module qui va, en fait il y a 5 journées cette fois-ci. Il y a une journée, on va dire par glande endocrine, la première journée je vais commencer par les surrénales, deuxième journée c'est la thyroïde, troisième journée le pancréas, 4e journée, les gonades. Dans la 5e journée, on verra les interactions entre ces 4 glandes, parce qu'en fait, en permanence, ces glandes communiquent avec les autres. Évidemment, je vais parler des autres tissus endocriniens, parce que l'intestin est un tissu endocrinien, le tissu gras est un tissu endocrinien. Je vais parler de tous les tissus endocriniens connus et référencés maintenant. Je vais aussi parler d'ailleurs d'un tissu endocrinien qui est considéré comme le plus grand tissu endocrinien aujourd'hui, qui est l'endothélium vasculaire.
Et on va essayer de faire les liens. Et puis le 5e jour, on aura aussi des cas cliniques, ou peut-être que les étudiants, ils m'auront envoyé des cas cliniques sur lesquels ils butent, et on pourra trouver éventuellement des solutions, des ébauches de solutions ensemble. Ça, c'est l'intérêt de ces modules justement en direct, c'est pouvoir permettre un peu ces interactions, comme tu dis, pouvoir échanger quand le temps le permet sur les cas pratiques des uns et des autres. Quand on a des thérapeutes qui viennent avec des problématiques, justement, c'est intéressant. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ces modules, dans ces modules de perfectionnement, c'est que ça permet à la fois de faire un zoom sur, on a vu les polymorphismes génétiques, les maladies auto-immunes, les analyses fonctionnelles, les interactions hormonales, mais en gardant une vision globale qui est vraiment le fondement de la naturopathie. Global, absolument. Et donc, les 3 premiers modules viennent avant, parce qu'on verra que pour les glandes endocrines, il y a des polymorphismes, pour les glandes endocrines, il y a des analyses spécifiques, qu'il y a des pathologies auto-immunes des glandes endocrines. Donc c'est la raison pour laquelle on a choisi de faire les 3 premiers modules avant, de voir un petit peu toutes ces interactions endocriniennes. Okay. Et c'est très important parce que les glandes endocrines, on en a parlé aujourd'hui avec la programmation neuro-endocrino-immunitaire, les glandes endocrines conditionnent donc l'immunité, conditionne le système nerveux, et donc il y a des ponts évidemment entre tout ça. Donc on va essayer de relier ça, plutôt que de donner, s'il y a par exemple une faiblesse thyroïdienne, je ne parle pas d'une pathologie, c'est un peu différent, mais pour une faiblesse thyroïdienne, on va essayer de trouver une solution d'équilibration de la glande thyroïde, mais à condition d'avoir vu déjà l'état des autres glandes, l'état du système immunitaire. On va essayer de relier un peu tout ça. Et chaque fois, on essaiera de faire pareil pour respecter la globalisation, effectivement, de l'être humain, quoi. On n'est pas que des glandes endocrines. Oui. Ouais. Donc, même si ces modules ont des thématiques qui sont spécifiques à chaque fois, il y a quand même des liens et des points et une certaine chronologie. Il y a une progression. Une progression là-dedans. Il y a une progression. Et pas d'inquiétude pour ceux qui auraient raté des modules précédents. Non. Puisqu'on va essayer de renouveler ces modules 2 fois par an, de manière à ce qu'on puisse avoir rattraper et avoir que chacun puisse bénéficier de ces modules qui sont assez fondamentaux lorsqu'on est thérapeute, qu'on soit naturopathe. Bien sûr, oui, c'est sûr que les naturopathes qui ont terminé, là il y a eu plusieurs générations à l'IFNAT, donc je pense qu'ils sont en demande. Pourquoi ? Parce que maintenant ils commencent à avoir de l'expérience et ils voient des gens arriver et là ils se disent « Ah ouais, mais comment je fais ? Là je ne sais pas, il me manque des éléments. » Donc on va aller beaucoup plus profondément, par exemple dans les glandes endocrines évidemment, aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Et puis après il y a aussi les kinés qui ne trouvent pas de solution, les diététiciennes qui ne trouvent pas de solution, les ostéos ils ont la lorgnette de l'ostéo effectivement, mais quelquefois ils butent parce qu'ils ont beau essayer de réguler les lésions ostéopathiques, ils n'ont pas de solution. Voilà, on va un peu réunir tous ces professionnels de la santé, y compris des médecins.